Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne aujourd'hui. Lumière sur Scott Tixier, l'un des violonistes de jazz les plus appréciés des Américains. 6 Grammy Awards à son actif. Il a collaboré avec des artistes de renom tels que Stevie Wonder, Ed Sheeran, John Legend ou encore Aretha Franklin. Reconnu pour son style singulier, à la croisée du jazz, du cinéma et des musiques contemporaines, Scott Tixier nous dévoile aujourd'hui son nouveau projet Bonfire. Comment la colonisation française a façonné les genres créoles, la biguine, le séga, le maloya, le groka ou encore le zouk. Les Antilles à la Réunion, ces musiques nées à l'époque de l'esclavage, ont enfin trouvé leur identité grâce au livre de Bertrand Dical, Musique née de l'esclavage, domaine français. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour Scott. Bonjour. Merci d'être avec nous dans À l'affiche Planète Afro. Merci. Vous vous connaissez tous les deux ou pas du tout? C'est difficile de ne pas connaître Scott Tixier. C'est à la fois pour son travail et puis pour ce truc un peu idiot qu'on a tous les journalistes. Vous connaissez ça? Ouais, un Français, un Français. Alors on sort son petit drapeau. Ouais, il a eu du succès aux États-Unis, donc évidemment. Ça fait une certaine fierté, c'est vrai. On va commencer avec vous, Bertrand. Vous êtes journaliste, auteur, chroniqueur spécialisé en musique et en culture populaire. Votre livre, Musique née de l'esclavage, domaine français, sorti aux éditions Philharmonie. Il est sorti. Bertrand, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail de fond, de mémoire, sur la naissance des musiques créoles? Je suis comme tous les Antillais. Les Antillais, on a une identité extrêmement précise. On est Antillais. Mais pour le reste, c'est très compliqué. Un peu d'Afrique, un peu d'Europe. On sait qu'il y a une mémoire amérindienne. Il y a l'Asie, évidemment. Donc, cette quête perpétuelle des Antillais pour leur identité, moi, elle me touche plus parce que je suis critique de musique, j'écris sur les musiques populaires, j'écris sur les cultures populaires. Et il y a ce truc qui est que quand on entend un tambour aux Antilles, on se dit, ça doit être très africain. Quand on entend un violon, on se dit, ça, c'est l'Europe. Et si c'était pas ça, je me suis dit, on va faire le travail le plus simple, c'est demander aux scientifiques. Donc, j'ai commencé à lire des mémoires de doctorat et des thèses. Et essayer de faire ce qu'on appelle, dans le langage universitaire, un travail de consensus, c'est rassembler tout ça et découvrir plein de choses extrêmement surprenantes. Comme le fait que, par exemple, plus il y a de tambours dans une musique, plus la musique est récente. C'est-à-dire que plus on va loin dans la naissance des musiques des esclaves et que pratiquaient les esclaves, plus ces musiques étaient européennes. Ce qui a une certaine logique d'ailleurs. Ils se sont appropriés la musique des maîtres parce que c'était de toute façon la seule musique que les maîtres toléraient. On va passer à vous, Scott. Vous êtes violoniste de jazz, vous êtes franco-américain, vous avez des origines martiniquaises et vous avez sorti votre projet Bonfire. Sur le titre Black Magic, qui veut dire magie noire, on peut entendre quelques notes de ce titre Black Magic et le côté mystique que représente justement la culture caribéenne quand il s'agit de magie noire. C'est ce que vous voulez mettre en avant? Oui, en fait, le nom, le titre Magie noire, Black Magic, j'ai beaucoup entendu parler de la manière péjorative où ça a été mis. Le mot Black Magic, c'était quelque chose de pas forcément positif. Voilà. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui avait été transformé avec... je suis pas historien, mais je me suis rendu compte que, en fait, Black Magic, c'est aussi une manière de guérir, de pouvoir se retourner vers les sources, la nature et les traditions ancestrales qui viennent des chamans. Et donc, c'est vrai que il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe que juste dire c'est négatif. Et donc j'ai voulu réapproprier le nom et montrer que que c'était une recherche intérieure et que c'était aussi un voyage vers l'au-delà, mais pas forcément négatif. On parle vraiment de musique aujourd'hui, Bertrand. Vous avez une musique que vous appréciez par-dessus tout. C'est le quadrille. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne ça. Quatrième figure, pastorelle.
C'est Négoce et Signature La Pastourelle. Négoce dit Casimir Renoir était un grand accordéoniste et aussi un commandeur, c'est-à-dire que c'est lui qui guidait les différentes figures chorégraphiques. Comment le quadrille a évolué au fil des années, Bertrand? Ce qui est extraordinaire, c'est que le quadrille n'a pas évolué. Globalement, ça n'a pas évolué. Pour faire simple, c'est la musique des maîtres, c'est la musique des Blancs, c'est la musique qui vient d'Europe, c'est une musique de salon. Et il faut bien imaginer les esclaves qui voient les maîtres faire la fête, avec des danses qui sont très raides. Ce sont des danses qui viennent de la cour. Donc on ne danse pas n'importe comment, non. Il y a des règles, des pas, des figures successives à suivre. Et progressivement, à la fois parce que c'est la seule musique qu'on leur autorise quand ils veulent faire la fête, et aussi parce que ça les fascine, les Noirs, à la fois les esclaves et les Noirs libres, s'emparent de cette musique. Et ce qui se passe de complètement fou au bout de quelques générations, à l'abolition de l'esclavage, 1848, la plupart des Noirs, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, dans l'océan Indien, conservent ces musiques. Mais peu à peu, elles sont recouvertes par d'autres modes, d'autres genres, d'autres styles. Pour des raisons compliquées, en Guadeloupe, ces musiques vont persister. Et donc, il y a ce commandeur qui parle, il ne parle pas en créole, il parle en français, mais en français phonétique, transmis de manière phonétique de génération en génération, souvent par des gens qui ne parlent pas français dans leur vie quotidienne, parce qu'ils sont créolophones, ils sont la frange la plus pauvre de la Guadeloupe, et donc, parfois, ils ne sont même pas allés à l'école. Mais ils continuent à danser avec cette espèce d'apparat, cette espèce de noblesse volée aux Blancs et qu'ils ont conservé et qui est un signe, une manifestation de dignité, d'humanisme absolument incroyable, absolument émouvante. Et pour moi, c'est un souvenir d'enfant complètement fou que de voir que ce qui était, qu'on allait avec mes parents, parce que mon père était passionné par cette musique, et on allait dans ces endroits les plus reculés, les petits villages de pêcheurs misérables, les sections, comme on dit en Guadeloupe, les hameaux ruraux, où vraiment il y avait de la misère, où les gens ne mettaient des chaussures que pour aller à l'église pour les enterrements et pour les bals à quadrille. Et c'était une manifestation de noblesse et de dignité qui, moi, m'a fasciné quand j'étais gosse. Et c'est une musique qui raconte d'une manière incroyable, tout simplement, comment un peuple survit à l'esclavage. On va passer à Scott. Merci pour cette explication, Bertrand. Scott, magnifique. On l'a dit, mais vraiment, merci. Vous êtes au service du jazz. Maintenant, vous avez un nom dans le milieu. Vous êtes une référence dans le monde entier, il faut le dire. Et vous êtes également professeur à l'université North of Texas. Comment vous apprenez à vos élèves à avoir leur propre style ? C'est une super question parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire, parce que j'essaie de garder une sorte d'ouverture pour qu'ils puissent s'exprimer et avoir leur propre style. Et moi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est comment trouver chez chaque étudiant quelle est leur voix intérieure avec des outils qui sont à leur disposition, mais qui ne soient pas forcément la manière dont moi je vais utiliser ces outils. Donc j'essaie de leur donner des clés, des informations, et leur expliquer un peu comment mon parcours et comment moi j'aurais fait, mais aussi leur poser des questions et savoir comment eux ils verraient la chose. Donc en fait, j'apprends autant en fait en enseignant que quand j'enseigne aux gens. Et comme je parle pas souvent français, là j'ai l'impression de... C'est très bien, je vous entends très très bien. On va continuer sur votre album Bonfire. Vous avez dédicacé un titre à votre frère jumeau, c'est Twin Power. Oui. Est-ce que quand vous avez composé ce titre, vous avez retrouvé ce fil invisible qui existe quand on a ce véritable lien de jumeaux ? Alors, je n'ai pas composé le titre parce qu'en fait, tout est improvisé. Donc, c'est de la composition instantanée alors. Mais à chaque fois que je joue de la musique, je suis connecté à mon frère jumeau, quel que soit le morceau. Donc, en fait, ce titre, Twin Power, je l'ai pris parce qu'en fait, ça représentait ce moment d'improvisation, vraiment le lien direct avec lui. Il y a deux lignes mélodiques. Il y en a une qui est stable et l'autre qui est complètement en dissonance. Et c'est un peu la dualité de la gémellité. C'est quelque chose de très puissant, mais très fragile en même temps. Et donc, à chaque fois, ça peut
partir dans un drame absolu et en même temps ça peut être complètement en symbiose et magique. Donc c'est pour ça, voilà. C'est beau quand on vous voit tous les deux parce que vous êtes en transe, vous rentrez en transe avec vos instruments. Bertrand, c'est vrai qu'on dit souvent que le tambour est associé à la période de l'esclavage, mais le violon aussi. Et oui, le violon. Alors, une statistique complètement dingue. Je suis tombé là-dessus dans un livre américain. Des universitaires américains se sont acharnés à faire la liste de toutes les annonces parues dans la presse concernant des esclaves fugitifs et donnant le signalement des esclaves fugitifs. 8% des esclaves fugitifs, 8% savaient jouer du violon. Alors, ils jouaient du violon pour danser, des choses extraordinairement simples. Et là où c'est intéressant dans l'histoire du violon, aux États-Unis, mais dans toutes les musiques créoles, parce que c'est la même chose aux Antilles françaises, c'est la même chose dans tout l'océan Indien, qui tout entier est du domaine de l'esclavage français. À l'abolition de l'esclavage, les violons ont commencé à perdre de l'importance au profit d'instruments plus individuels. La guitare, aux États-Unis, parce que le violon, il sert à quoi ? À faire danser une communauté et pas avoir une parole individuelle. L'instrument des esclaves, c'est le violon aussi, parce qu'il est toléré par les maîtres, parce que les maîtres leur disent, tiens, si tu as envie de faire de la musique, apprends le violon. Merci Bertrand pour tout ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Merci Scott. Oui, bien sûr. Je rappelle, Bonfire, c'est votre tout dernier projet. Vous serez en concert demain à la Petite Halle de la Villette. Et puis si vous voulez tout savoir sur l'héritage de la musique créole, c'est votre livre, Musique née de l'esclavage, domaine français. On se quitte avec le clip d'Ebony, finaliste de la dernière saison de la Star Academy. Elle nous dévoile son nouveau titre, Rage, un morceau qui prône la liberté d'expression et l'affirmation de soi. Dans ce clip, Ebony incarne la Queen Sheba, une divinité qui symbolise la sagesse et la puissance féminine. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Ciao. Je vais dépasser les limites, je vais dépasser les